va pouvoir démarrer. Merci de votre patience et excusez-nous pour ce retard. Un petit problème technique, voilà. On n'est pas forcément très rodé à ce genre de présentation. Moi, c'est pas mon métier. Je suis technicien forestier de terrain, au même titre que tous mes collègues de l'ONF, c'est-à-dire que nous, on nous appelait autrefois des gardes forestiers. Aujourd'hui, on nous appelle des techniciens forestiers, mais c'est la même chose. Donc on va voir ensemble, à l'invitation de la LPO, comment l'ONF prend en compte la biodiversité, l'environnement dans son travail, c'est-à-dire dans la gestion des forêts publiques. Donc il y a un diaporama qui est relativement vaste, qui présente un peu le contexte, la forêt française, le rôle de l'ONF, comment ça s'organise, etc. L'idée, c'est pas forcément de vous faire une présentation formelle, c'est de passer ces éléments relativement vite. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à m'interrompre, hein, j'ai pas forcément envie de parler tout seul pendant trop longtemps. Et puis ensuite de laisser de la place à vos questions et de vous expliquer plus précisément comment ça fonctionne, comment on travaille et qu'est-ce qui vous interpelle et voir si j'ai des éléments de réponse à vous apporter. Donc l'ONF, comme je le disais, ça gère que de la forêt publique. Le propriétaire de la forêt détermine les lois auxquelles il est soumis et le gestionnaire, en l'occurrence pour les forêts publiques, c'est nécessairement l'ONF. C'est le régime forestier, ce qu'on appelle, qui a été institué il y a à peu près 200 ans, qui avait pour but de protéger la surface forestière et de faire en sorte que les forêts ne régressent pas. On est passé par un minimum forestier au début du 19e, où on avait à peu près 2 fois moins de forêts qu'actuellement, pour diverses causes, développement de l'industrie, Révolution française qui a aussi permis que les gens se servent sans trop de contrôle dans les forêts, et puis c'était un peu devenu très pauvre. Et on s'est dit, il faut vraiment faire en sorte de protéger tout ça. Et on a créé le régime forestier. L'ONF est beaucoup plus récent, date de 1962-5, je vous dirais une bêtise, dans ces eaux-là, dans les années 60. Mais c'est l'héritage de l'administration des eaux et forêts. C'est la suite logique. 25% de la forêt française est publique et donc gérée par l'ONF. Le reste est privé et se répartit entre plusieurs millions de propriétaires privés. On est tous plus ou moins propriétaires privés, avec une caractéristique à la fois fâcheuse et peut-être une opportunité pour sa gestion, de très grands morcellement. Hein, les héritages successifs ont fait que les parcelles sont très petites, très éclatées. La propriété moyenne en France, ça doit être de l'ordre de 3 hectares, et encore pas d'un seul tenant. 3 hectares en 3, 4, 5, 6, 10 parcelles. Le foncier public est un peu plus groupé. On a généralement des entités un peu plus grandes et des parcelles forestières qu'on essaie de constituer de 4, 5, 10 hectares, ce qui sont un seuil beaucoup plus rationnel pour une gestion efficace. Donc à l'intérieur de la forêt publique, on a les forêts domaniales, dont on parle assez régulièrement, qui sont les forêts qui appartiennent à l'État. Héritage des forêts royales, hein, c'est typiquement les anciens lieux de chasse des rois de France. Et puis on a beaucoup plus que de forêts domaniales, de forêts de collectivité. Forêt communale, forêt départementale, forêt régionale, forêt sectionnale en Corrèze et dans le Massif central. Donc moi, à titre personnel, je gère quasi uniquement des forêts communales et sectionnales. J'ai pas de forêt domaniale, je dois avoir 15 communes, j'ai les forêts qui appartiennent à EDF également, et j'ai un groupement forestier qui regroupe une commune et des particuliers qui avaient été créés dans les années 70 sous ce format-là. 1964, j'étais pas loin. Donc 2 tutelles, ministère de l'Agriculture et ministère de l'Écologie, je ne sais plus que le MTE, ça va être Transition écologique et solidaire. Donc on a un maillage territorial qui est assez inégal. Nous on se trouve dans cette grande région
qu'on appelle Centre-Ouest Aquitaine, qui est immense pour la bonne raison que c'est la partie la moins boisée de la France. Bourgogne-Franche-Comté, ils ont un taux de boisement qui est bien supérieur, non seulement un taux de boisement, mais également un taux de forêt publique. Hein, on va le voir un peu après, mais en Corrèze, on a 5% de forêt publique, dans des départements comme l'Alsace ou dans l'Est de la France, ils ont 50, 60, 70% de forêt publique. Donc il y a une concentration de ressources et de personnel ONF dans ces régions qui est beaucoup plus importante. On a également des forêts des départements d'outre-mer qui sont importantes, notamment la Guyane, qui est immense et qui, pour la grande majorité de sa surface, est gérée par l'ONF également. Donc en Limousin, 35 000 hectares, c'est beaucoup et c'est peu à la fois. C'est-à-dire que, comme je vous dis, c'est une petite partie de la surface boisée. Après 35 000 hectares, ça commence à faire un peu d'espace quand même, mais on doit être une vingtaine de techniciens à peu près. C'est ce qu'on appelle un secteur, ou un triage dans le jargon ONF, c'est à peu près 2000 hectares de forêt. Donc on a une vingtaine de techniciens qui ont chacun 2000 hectares répartis sur les 3 départements du Limousin. On a une particularité aussi, c'est le camp militaire de la Courtine, qui a une forte activité militaire encore. Hein. Il y a beaucoup d'exercices à la fois de l'armée française et puis d'armées étrangères qui viennent s'entraîner ici, mais avec un espace boisé de 4 ou 5 000 hectares dont on s'occupe. Une part est sans gestion, parce que c'est vraiment le cœur de l'espace où ils font les entraînements, y compris l'artillerie, l'aviation, etc. Donc là, on n'y met pas les pieds, mais surtout le pourtour, il y a une zone boisée qui est en sylviculture. Donc on l'a dit, Limousin, beaucoup de morcellement, peu de forêt domaniale, beaucoup de forêt sectionnale. Donc la section, c'est l'héritage de ce qu'on appelait autrefois les communaux. Pareil, hein, ça nous date d'avant la Révolution française. Ce sont les parcelles qui étaient des pâtures, la plupart du temps, ou des espaces boisés déjà, mais beaucoup de pâtures, qui étaient en propriété collective des habitants d'un hameau. Donc cette nature juridique subsiste aujourd'hui, et beaucoup de forêts sont la propriété des habitants, non pas de la commune actuelle administrative, mais du hameau qui était autrefois considéré comme une paroisse, donc comme une entité juridique propriétaire. Donc le régime forestier qu'on a évoqué, on relève toutes les forêts qui appartiennent à l'État, les forêts domaniales, les bois et forêts des collectivités, régions, départements, communes, sections de communes, établissements publics. On a par exemple une forêt qui nous intéresse nous particulièrement, qui appartient à l'EHPAD de Tulle. L'EHPAD public avait dans son patrimoine, pour des raisons que j'ignore, mais j'imagine que ça devait être un legs, une forêt qui se trouve dans les gorges de la Dordogne, à Fréting, qui est encore aujourd'hui la propriété de l'EHPAD de Tulle. Il est question qu'on arrive à débarrasser l'EHPAD de cette propriété dont il aimerait bien se défaire. L'idée serait de réussir à en faire une réserve biologique intégrale. Donc c'est extrêmement bien situé en termes justement de biodiversité, notamment vis-à-vis de l'enjeu rapace dans les gorges de la Dordogne. Donc on pourrait en faire une réserve biologique intégrale qui aurait ce statut. C'est en projet, c'est pas encore fait. Donc dans le régime forestier, qu'est-ce qu'on fait? On planifie la gestion de la forêt. La forêt, c'est du long terme, donc on a un document de gestion qui est établi pour les 20 prochaines années. Ça peut être 15 au plus court, la plupart du temps 20 ans, où on commence par décrire la forêt et puis à envisager les opérations de coupe et travaux et aménagements divers qu'on va y réaliser les 20 prochaines années. Alors c'est une feuille de route, on ne la réalise pas nécessairement à la lettre, mais nous, notre travail, c'est de mettre en œuvre ce document. Donc moi, j'ai 15 communes, une quarantaine de forêts, chacune sont dotées d'un document, et tous les ans, on se demande qu'y a-t-il de prévu, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas, notamment en ce qui concerne les coupes. Donc ça, c'est le travail qu'on appelle l'état d'assiette, valider chaque année le programme de coupe où on va passer. Donc on fait généralement l'été, la visite de toutes les parcelles où quelque chose est prévu,
et on valide ou pas, et on ajuste, on précise les données de l'intervention qu'on voudrait y mener. Donc ensuite, quand on a prévu de faire une coupe, il faut la marquer. Donc ça, c'est une grande part de notre activité, c'est ce qu'on appelle le martelage, parce qu'autrefois, ça se faisait au marteau forestier. Aujourd'hui, c'est principalement avec des aérosols, ou de la peinture en tout cas, pour des raisons de visibilité vis-à-vis d'une exploitation la plupart du temps mécanisée. Et puis ces coupes, il faut les suivre. Donc une fois qu'elle est commercialisée, on est dessus pour vérifier que ce qui est fait correspond à ce qu'on souhaite en termes de prélèvement, en termes de respect du sol notamment. Donc, la commercialisation des bois, c'est l'ONF aussi qui s'en occupe. Alors nous, pas directement, hein, sur le technicien forestier de terrain, on n'a pas de rôle direct dans la commercialisation. On a un service bois qui passe des contrats avec des transformateurs. Donc soit on peut vendre du bois par contrat d'approvisionnement, soit on a des ventes qui s'apparentent à des ventes aux enchères, en tout cas des ventes au mieux-disant. On propose un lot de bois et tous les acheteurs viennent faire une proposition et le mieux-disant remporte le lot. Et puis la préservation du patrimoine forestier, qui est la base du régime forestier, c'est s'assurer qu'il n'y a pas d'empiètement, que les limites sont respectées, que l'état boisé persiste, que le renouvellement est assuré. Donc quand on a des dépérissements ou des coupes, on reboise, mais il faut que ça marche. C'est-à-dire que nous, on a une obligation de résultat. Quand vous employez le mot bois et le mot forêt, est-ce qu'il y a une différence au niveau de la grandeur ou bien au niveau des arbres qui sont... Quelle est la différence entre le mot bois et forêt? Les bois et forêts qui appartiennent à l'État, alors ça, je pense que ça nous vient vraiment de l'Ancien Régime. La différence, elle doit exister, c'est-à-dire que la définition d'une forêt au niveau mondial est très normée. Il y a une densité d'arbres, une hauteur de couvert minimale pour qu'on considère que ça soit une forêt et pas une prairie arborée ou une savane ou je ne sais quoi d'autre. Après, à notre niveau, un bois, une forêt, c'est pareil. J'ai des petites forêts, j'ai des communes qui ont un bois de 4 hectares. Et c'est tout. Bon, on appelle ça la forêt 2, mais en l'occurrence, on pourrait appeler ça un bois. Je pense que oui, dans le langage courant, on parle d'une forêt quand c'est plus grand, mais c'est à peu près tout. Donc, la position, la théorie de la gestion qui est appliquée à l'ONF, et plus largement en France, c'est la gestion qu'on appelle multifonctionnelle. C'est-à-dire qu'on allie sur un même espace plusieurs dimensions. Ce n'est pas forcément le cas partout, et ça tient notamment à la configuration du territoire. C'est-à-dire qu'en France, on a 550 000 km² en métropole, 70 millions d'habitants, des espaces urbains, ruraux. Il n'y a plus de forêt primaire en France, tout a été anthropisé d'une certaine manière. Donc l'idée et d'assurer des fonctions différentes sur un même espace. Des pays comme la Norvège, la Finlande, la Russie, qui ont des territoires immenses, le Canada, ou des pays tropicaux, hein, de la même manière, qui ont une faible densité de population, peuvent avoir une approche tout à fait différente et dire qu'ils réservent certains espaces à la production, qui font des réserves sur d'autres espaces, et que les parties accessibles et utilisées par la population pour ses loisirs sont encore d'autres espaces. En France, on essaie de tout faire au même endroit. Donc, les forêts gérées par l'ONF ont presque toutes une dimension économique, une vocation de production de bois. Ça ne veut pas dire qu'elles l'ont sur la totalité de leur surface, mais sur une forêt d'une certaine ampleur, on aura quasiment tout le temps de la production de bois, de la coupe de bois, de la commercialisation de bois. On a également une dimension environnement qui, de la même façon, est appliquée à toutes les forêts qu'on gère. C'est-à-dire qu'on va essayer de maximiser la capacité d'accueil du milieu en espèces, en biodiversité. On a sur cette dimension-là aussi la préservation de l'eau, de la qualité, de la quantité de l'eau. On a de plus en plus, alors est-ce que c'est de l'environnement? Oui, et quelque part, la dimension carbone qu'on va prendre en compte dans notre gestion. Quel stockage de carbone, comment on le maximise à court, moyen, long terme surtout.
Et puis la dimension sociale, parce que les forêts, notamment domaniales, mais pas que, sont extrêmement parcourues. Parce que, notamment en contexte périurbain, c'est presque la fonction principale des forêts, c'est l'accueil du public. On a des activités de loisirs, randonnée, équitation, VTT, escalade et autres, qui sont pratiqués dans ces espaces et qui doivent s'y prêter. Donc parfois ce sont des aménagements dédiés, des sentiers simplement, des balisages, des tables de pique-nique. Ça nécessite ne serait-ce qu'une sécurisation, c'est-à-dire que si un arbre sénescent tombe sur un promeneur, on est responsable. Donc on doit, sur les lieux d'accueil du public, faire en sorte qu'il y ait le moins de risques possible. Alors les gens qui se promènent en forêt savent qu'il est possible qu'un arbre tombe, notamment quand il y a du vent, mais à nous, en tant que gestionnaires, de faire en sorte que les risques soient réduits au minimum. Ça peut poser question, notamment dans la multifonctionnalité, quand on fait une réserve biologique intégrale, ça veut dire qu'on ne touche plus, et qu'on laisse les arbres arriver à sénescence et à tomber d'eux-mêmes. C'est très bien, mais s'il y a un chemin qui passe là, ou une route, ça peut poser question ou problème. Donc on est parfois obligé de restreindre la zone, ou soit de restreindre l'accueil du public, soit de restreindre la zone qui est en réserve biologique intégrale. Mais les deux ne sont pas forcément conciliables. Donc la politique environnementale, il y a plusieurs piliers. Ça, c'est la politique environnementale à l'ONF en général, c'est la doctrine, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est les documents de l'établissement. Protection de la biodiversité, à la fois ordinaire et remarquable. Donc, ce qu'on appelle ordinaire, ce sont toutes les espèces communes, hein, en termes d'avifaune, toutes les espèces qui sont courantes sur tout le territoire et dans tous les milieux, des merles, des mésanges, des pies, etc. Et la biodiversité remarquable, c'est plutôt les espèces rares ou menacées, figurant sur des listes de conservation avec des statuts de protection particuliers. La protection de l'eau, c'est un enjeu très important aussi. On sait que l'eau sous forêt est de meilleure qualité que l'eau qui est issue de ruissellement sur milieu agricole, pour la bonne raison qu'en forêt, on n'a actuellement aucun intrant. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu par le passé, il y a encore des endroits en forêt privée où il peut y avoir des intrants en forêt, mais ça reste, en termes de dose, très très faible par rapport à ce qui peut se pratiquer en agriculture conventionnelle. En forêt, lorsqu'il y a des amendements en termes d'engrais, c'est généralement une fois à l'installation du peuplement, donc c'est tous les 50 ans, disons. Et là, on est vraiment dans les cas de sylviculture les plus intensifs, c'est-à-dire pins maritimes dans les Landes. En Corrèze, moi, j'ai jamais vu d'engrais ajoutés sur une plantation à ce jour. Il y a eu des traitements phytosanitaires, ça peut exister notamment pour des problèmes d'insectes. Il y a notamment l'ilobe, qui est un petit charançon qui vient ronger les collets des jeunes plants résineux, qui peut ravager une plantation en quelques jours. Donc là, il y a des traitements chimiques qui étaient pratiqués de façon presque systématique dans les années 80-90 jusque dans les années 2000. Aujourd'hui, ça peut arriver de manière curative, mais on n'en met plus de façon préventive. C'est-à-dire qu'avant, quand on avait un risque avéré, c'est-à-dire après une plantation de résineux, on mettait généralement des granulés de traitement contre l'ilobe dans les trous de plantation pour éviter le risque. Aujourd'hui, on a un traitement curatif possible si on s'en rend compte à temps quand il y a une attaque avérée de l'ilobe sur une plantation. À part ça, on met du répulsif pour les chevreuils, qui est un traitement issu de suif de mouton. Donc il y a bien des adjuvants qui sont peut-être pas extraordinaires, mais enfin c'est un produit qui est relativement anodin, qui n'a pas de persistance dans l'environnement. La protection des sols, on en parlait, il y a deux aspects majeurs, c'est le tassement, à différencier de l'orniérage. L'orniérage, c'est ce qui est visible, c'est ce qui fait hurler tout le monde, c'est pas forcément le plus grave. Le tassement, c'est peut-être plus préjudiciable, c'est en profondeur, c'est-à-dire que quand on a un sol qui a perdu
sa microporosité, qui a plus d'oxygène du tout dedans parce que tous les interstices ont été comblés par un passage d'engin, il y a une durée de remédiation qui est extrêmement longue. Ça se compte en siècles, si ce n'est en millénaires. Donc un sol qui est assez laid très durablement, et sa capacité d'accueil de racines notamment et de production de bois est fortement diminuée, voire annihilée. Donc on a une vigilance particulière là-dessus. L'appauvrissement, ça serait plutôt par rapport à la richesse chimique des sols. Alors quand on est dans des sols très riches, sur des substrats plutôt basiques, neutres, calcaires, il n'y a pas trop de problème. Nous, on est beaucoup sur des sols granitiques qui sont très pauvres, des pH 4, 4,5, 5, où les minéraux sont rares. Donc on a peu de calcium, magnésium, etc. Donc l'enjeu, c'est d'éviter l'appauvrissement, c'est l'export de ces minéraux. Donc, quand on fait des cultures, quelles qu'elles soient agricoles ou forestières, on génère une matière qu'on exporte, qu'on va consommer ailleurs. Si on n'a pas un équilibre en termes d'amendement et d'export, on appauvrit rapidement, ou plus ou moins rapidement, ces sols. Ce qu'on recommande par exemple sur des sols pauvres comme les nôtres, c'est d'éviter l'exploitation en bois-énergie, que vous avez dû voir, ce qui est par exemple l'exploitation en arbres entiers. Quand on voit des arbres qui sont coupés avec leurs branches, parfois avec leurs feuilles, et broyés pour faire de la plaquette forestière. Donc la plaquette forestière, c'est très bien parce que ça fait des chaufferies collectives et ça fait de l'énergie relativement bas carbone. Mais en termes d'appauvrissement des sols, c'est sur des sols pauvres comme les nôtres, c'est pas. Nous, on le fait pas. En forêt publique, on fait pas de bois énergie en Corrèze. Pour cette raison-là. La protection des paysages, ça fait aussi partie de l'environnement. Alors, il y a une prise en compte. Qu'est-ce qu'on a fait récemment ? On a fait une coupe qui était délicate de ce point de vue-là, autour du château de Ventadour, là, vers Moustier, Moustier-Ventadour, avec un travers de plantation de Douglas qui était, bon, d'une part, à un diamètre d'exploitabilité acceptable, de l'ordre de 55-60 cm, avec un dépérissement qui commençait à arriver, 10-15% des arbres déjà secs, et puis la commune qui souhaitait récolter, renouveler. Sauf qu'on est direct dans le cône de vision du château. Donc on a fait une étude paysagère, là, on a une collègue qui fait ça. On a tâché de diminuer l'impact. Donc vous y passerez si vous avez l'occasion. La coupe a été faite, là en plus c'était compliqué, c'était une coupe à câble, parce qu'il y avait beaucoup de pentes. Donc on a fait du câble mât pour ne pas avoir d'impact au sol, et puis parce que techniquement c'était difficile de faire autrement. Et puis on a conservé des bosquets, on a fait une limite de coupe qui n'était pas forcément rectiligne pour que l'intégration paysagère à terme soit la meilleure possible. Le dernier volet sont des pratiques éco-responsables. Alors là, on est plutôt sur de la gestion interne. On a quand même un cahier des charges d'exploitation forestière qui préconise notamment l'utilisation d'huiles dites bio. Alors une huile, c'est jamais complètement bio, hein. L'idéal, c'est de ne pas en répandre partout. Enfin, ce sont des huiles qui ont un moindre impact si jamais elles venaient à se répandre dans la nature. Huile de chêne, c'est surtout l'hydraulique sur les machines. Hein. Les machines forestières, elles embarquent 100-120 litres d'huile. S'il y a un flexible qui casse, bon, voilà, ça peut créer un dommage. Donc là-dessus, on a une vigilance particulière. Comme beaucoup de choses à l'ONF, tout ça est extrêmement cadré et tous ces documents sont accessibles. On est un établissement public industriel et commercial, donc il n'y a rien de secret chez nous. Il y a les cadrages, prescriptions, guides techniques, etc. Si vous voulez vraiment du détail, tout est consultable. L'instruction biodiversité de l'ONF, pour en venir plus clairement à notre cœur de sujet, l'idée, pour mener à bien cette gestion multifonctionnelle, faire de la production sur un espace sans obérer la capacité d'accueil en biodiversité, la pratique se résume à la mise en place d'une trame de vieux bois. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin
Alors c'est un compromis, encore une fois, vous me direz peut-être que la surface qui a la meilleure capacité d'accueil est effectivement une forêt primaire, non touchée, non gérée, non pénétrée par l'homme. C'est pas notre cas. Nous, on a des forêts qui sont multifonctionnelles, qui produisent du bois, qui accueillent du public et qui hébergent une biodiversité qu'on espère la plus grande possible. Donc pour conserver une capacité d'accueil, ce qu'on fait, c'est qu'on a une trame. Une trame de vieux bois, ça veut dire des réserves biologiques qui sont aujourd'hui en Corrèze assez peu nombreuses, mais qu'on essaie de développer. Je vous parlais notamment du projet de Fréting. On en a une en Haute-Vienne là, qui a vu le jour il y a peu de temps, à Saint-Pardoux-Morterolle. Une réserve biologique, c'est au moins 50 hectares d'un seul tenant, où pour le coup, on laisse le processus naturel se dérouler jusqu'à effondrement, donc jusqu'à renouvellement des arbres sur pied, sans intervention, sauf chasse possible, parce que sinon on a des nids de grand gibier qui sont problématiques pour les cultures alentours et la forêt également. Donc la chasse y est autorisée, alors avec des restrictions, mais des battues grand gibier et sécurisation des arbres qui pourraient menacer le public. Les îlots de sénescence et de vieillissement, on a une échelle plus petite, ça c'est à l'échelle d'une forêt, on va avoir une surface minimum d'un demi-hectare, mais généralement c'est un petit peu plus grand, ça peut être 1, 2, 5, 10 hectares. Alors sénescence et vieillissement, c'est pas la même chose. Sur la sénescence, on va être comme dans une réserve biologique, on laisse les arbres sur pied jusqu'à écroulement, on les exploite jamais, donc on va plutôt être sur des peuplements qui n'ont pas forcément une valeur commerciale très importante, mais une valeur biologique, elle, importante. Donc beaucoup de forêts de pente, forêts humides, forêts très mélangées, forêts déjà âgées. Les îlots de vieillissement, c'est tout à fait différent, parce qu'en fait, ce sont des arbres qu'on va laisser grossir bien au-delà du diamètre d'exploitabilité habituel. Nous, on fonctionne par diamètre d'exploitabilité. L'âge, c'est un indicateur, mais ce qu'on cherche surtout, c'est à atteindre un diamètre. Le but de la sylviculture, c'est de faire du bois d'œuvre, du bois qui va être scié, transformé pour les produits les plus nobles possibles. Pour ça, on a besoin d'avoir des bois d'une certaine dimension. Typiquement, un Douglas, qui est une essence qu'on cultive beaucoup en Limousin, pas que, on a des stades, je crois, c'est pas tant que ça, mais enfin, ça pousse bien, ça marche bien, et c'est très apprécié parce qu'il a beaucoup de qualité. Selon la qualité du bois, selon la qualité de la station, on va essayer de le récolter entre 55 et 70 cm de diamètre. Un arbre de 70, c'est déjà un arbre très imposant. Dans un îlot de vieillissement, on peut doubler l'âge d'exploitabilité. Donc ça veut dire qu'on va chercher, autant que la survie de l'arbre le possible, la survie de l'arbre le permet, à augmenter ses durées et donc l'âge des arbres. On s'est aperçu, sans grande surprise, que l'âge des arbres avait un impact majeur sur la capacité d'accueil des peuplements. On parlait du Douglas qui est très souvent décrié. Effectivement, une plantation de Douglas monospécifique de 35 ans, c'est pas très riche. Hein. S'il n'y a rien d'autre, ça offre pas beaucoup d'habitat, donc c'est très pauvre en termes de biodiversité. Quand on commence à avoir des arbres de 50, 80, 100 ans, des très gros arbres, qui ont eu des accidents de vie aussi, des branches cassées, des chablis, où une certaine diversité d'essence a pu s'installer au fur et à mesure des interventions, c'est plus du tout la même chose. Et on a des collègues qui sont également impliqués dans le suivi de la vie faune, qui ont remarqué que des peuplements, notamment de résineux, qui ont un certain âge, peuvent se révéler très accueillants pour la vie faune. Donc, îlot de vieillissement, voilà, c'est plutôt des arbres de belle qualité sur des stations de qualité où on va essayer de faire de très beaux arbres très vieux. Et puis, à l'intérieur de toutes les parcelles qu'on va traiter en futaies régulières ou irrégulières, on va marquer des arbres disséminés qui seront ce qu'on appelle très brièvement des arbres bio, des arbres habitat, qui peuvent être morts ou vivants dans la mesure où ils représentent une capacité d'accueil particulière. Typiquement, le plus intéressant, ce sont les cavités de pic, hein, qu'on trouve à différentes hauteurs.
et qui sont utiles pour les pics d'une part, mais surtout pour toute la microfaune qu'ils accueillent par la suite. D'autres oiseaux, notamment toutes les chouettes qui vont bénéficier de ces cavités, les chiroptères, les loirs, les martres, nombre d'animaux qui vont pouvoir en profiter. On a également des arbres à écorce décollée, des lierres. Le lierre est, contrairement à ce qu'on entend souvent, absolument pas nuisible pour l'arbre. C'est une liane qui n'a pas d'effet néfaste. Elle utilise simplement le support de l'arbre pour aller chercher la lumière, mais ne tire pas de ressources de la sève de l'arbre. Donc elle a des crampons, mais pas de... Contrairement au gui, qui lui est un parasite qui peut affaiblir ou tuer l'arbre, le lierre ne pose aucun souci, bien au contraire. Donc les arbres à lierre sont des arbres habitat en eux-mêmes. Ils sont également très bénéfiques pour les abeilles, notamment, qui trouvent une ressource en pollen à un moment de l'année où il n'y a pas grand-chose à manger pour elles. Donc quand on passe en martelage, on identifie ces arbres et on les marque de façon différente avec un triangle tête en bas, qui signifie simplement qu'on veut absolument pas qu'ils soient coupés, mais au contraire, qu'on fasse attention à eux lorsque l'abattage des autres arbres qu'on va prélever va avoir lieu. Et puis dans la gestion courante, on a également la quiétude, la présence des espèces remarquables. Alors ça peut être en lien notamment avec les zones Natura 2000, notamment la zone des gorges de la Dordogne, sur laquelle j'ai pas mal de forêts, qui préconise une absence d'intervention mécanisée pendant la période de reproduction des rapaces, c'est-à-dire, si on l'étend au maximum, du 1er mars au 15 août. Pour éviter le dérangement d'espèces qui sont pour certaines très sensibles à ce dérangement, qui peuvent abandonner une couvée si un bruit au mauvais moment vient les interrompre. Quand on sait qu'on a des effectifs, par exemple, d'aigles beauté qui se comptent sur les doigts des deux mains, disons, ça peut être très préjudiciable. Donc voilà. Nous, en tout cas, sur les parcelles qu'on gère, mais qui, encore une fois, sont portions congrues, 5% de la surface, on va prêter attention à ne pas intervenir pendant les périodes de dérangement. Le bois mort au sol, on en parle assez peu, c'est le compartiment le plus déficitaire, le plus pauvre dans les forêts gérées en général. Parce que, par définition, quand on gère une forêt, on passe assez régulièrement en coupe, et quand on a des arbres qui commencent à faiblir, on a tendance à les prélever. Donc les arbres morts, il n'y en a pas beaucoup. Dans les forêts publiques, c'est là qu'on est pas très bon, à vrai dire. Or, le bois mort au sol, c'est aussi un compartiment important, notamment pour les insectes. Beaucoup d'insectes sont dépendants d'une quantité de bois mort au sol, et notamment de gros bois mort au sol. Certaines espèces d'insectes ne se développent que dans certaines essences d'arbres et d'un certain diamètre au sol. Elles-mêmes sont consommées par certains oiseaux ou certains autres insectes, etc. Donc on a toutes les chaînes qui dépendent de ce bois mort au sol. Donc on laisse les rémanents au sol. Alors ça fait des fois hurler beaucoup de gens qui nous disent « mais c'est pas propre, vous faites des exploitations, mais vous laissez plein de bois mort ». Les purges, ce qu'on appelle des purges, nous c'est par exemple quand il y a une souche qui est coupée, fourchue ou quelque chose comme ça, on peut laisser des fois des morceaux de bois d'un certain diamètre, mais de 1 mètre ou 2. Des gens trouvent que c'est du gâchis ou que ça fait pas propre. Là au moins ça nous laisse l'occasion de laisser du bois mort au sol. Ce qu'on appelle les rémanents, globalement, c'est tout ce qui est inférieur à 7 cm. Donc on façonne des billons de bois qui, pour la plupart, sont sciés ou passés en trituration. Le minimum qui est pris par les transformateurs, c'est 7 cm. En dessous, ça fait déjà des grosses branches. Effectivement, un particulier pourrait y faire du bois de chauffage. Mais ça, on le laisse au sol, et c'est à la fois pour, ce dont on parlait tout à l'heure, le risque d'appauvrissement des sols. Une grande partie de la matière minérale et des minéraux recherchés, magnésium, calcium, etc., se concentrent dans les brindilles et dans le feuillage. Donc en laissant des rémanents, on diminue fortement l'appauvrissement chimique du sol. Et puis on permet aussi à cette microfaune qui va décomposer ces rémanents d'avoir un substrat plus riche et de se développer.
Le mélange et la diversité des espèces arborées. Alors c'est effectivement un facteur de diversité évident. Donc, la forêt c'est du long terme, donc on gère l'existant. La plupart des peuplements qu'on a aujourd'hui sont issus des reboisements fonds forestiers nationaux des années 50, 60, 70. Et à l'époque, la doctrine était un peu différente. Ce qu'il fallait surtout, c'était produire. Il fallait du bois, on avait besoin de bois, on voulait alimenter une industrie, et la question du mélange ou du paysage était très secondaire. Donc on a fait des plantations monospécifiques en forêt publique comme en forêt privée. On a planté du pin sylvestre d'abord, puis de l'épicéa, puis du Douglas, en plantation monospécifique d'une certaine surface. Donc on a cet héritage. Et on a encore beaucoup de surfaces qui sont de cette nature-là. Après, au fur et à mesure des interventions et des martelages, on a quand même une action qui peut permettre d'avoir une petite diversité. Donc quand on a un feuillu dans une parcelle résineuse, on le préserve à tout prix. On a parfois 5% de feuillus, mais on est content. On a un chêne par-ci, un bouleau par-là, qui se sont installés des fois dans les plantations. Il y a toujours une dynamique de concurrence qui s'installe quand les plantations sont jeunes. Après, le sylviculteur, selon ses consignes d'intervention au moment des dégagements, peut favoriser ou pas la diversité des essences. Beaucoup de propriétaires privés, ou publics peut-être d'ailleurs à l'époque, donnaient pour consigne au moment des premiers dégagements de couper tous les bouleaux. Parce que pour eux, ça prenait de la place et ça valait rien. Bon, aujourd'hui, on se rend compte qu'avoir une part de bouleau, c'est plutôt un atout en termes de biodiversité, de qualité de la litière, d'accueil de certaines espèces, etc. Quand on dit conserver les essences pionnières, voilà, c'est principalement le bouleau, le pin sylvestre qui sont des essences pionnières. La régénération naturelle, alors à l'ONF en général, on la privilégie toujours quand elle est possible et quand elle est souhaitable. Effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de peuplements d'épicéa qui arrivent en fin de cycle. On ne va pas faire de régénération naturelle d'épicéa parce qu'on n'est pas confiant du tout dans la capacité de l'essence à s'accommoder des conditions climatiques futures. Donc on va être obligé sur ces surfaces de faire du changement d'essence, donc de passer, si ce n'est par la coupe rase, en tout cas par de la plantation en enrichissement sous les épicéas, qu'on va peut-être récolter progressivement s'ils tiennent le coup, mais qu'on va devoir récolter en intégralité. Qu'est-ce que vous mettez là comme essence? Ça, c'est une grande question. Ça dépend des endroits. On peut pas. Il n'y a pas d'essence idéale. L'idée, c'est de s'adapter à la station forestière. Une station, c'est un sol et un climat, principalement. C'est sol, topographie, climat. Donc l'altitude joue. Le climat futur escompté joue beaucoup et le sol joue beaucoup aussi. Typiquement sur le plateau, à 800-900 mètres d'altitude, avec des sols extrêmement pauvres à pH 4, les choix sont limités. Hein. On peut mettre du pin. Certains pensent qu'on peut encore faire une rotation de Douglas. C'est pas sûr du tout. Ou tout au moins, il faudrait une provenance, une variété qui soit parmi les plus résistantes. Le Douglas, il a une aire d'origine qui est extrêmement vaste. Il va quasiment du Canada au Mexique. Toute la côte ouest américaine, le Douglas est présent avec des variétés très différentes. Aujourd'hui, on plante du verger à graines qui a été développé dans les années 80, principalement sur des facteurs de qualité, c'est-à-dire de rectitude, branchaison et croissance. La dimension climatique à l'époque n'était pas retenue. On avait un climat en Limousin qui était tout à fait compatible avec les exigences du Douglas, mais qui change très vite. Donc, ce qu'on espère, c'est que, c'est en train d'être fait, mais c'est long en forêt, qu'ils arrivent à développer une variété qui soit à la fois satisfaisante d'un point de vue production et beaucoup plus résistante au climat futur. On espère que ça va arriver, mais ça ne sera pas avant 10 ans, je pense. On nous pose souvent la question, mais pourquoi vous ne mettez pas du feuillu? Moi, j'ai rien contre le feuillu, bien au contraire, mais la question, elle est avant tout économique.
Une plantation forestière, ça coûte très cher. Sur une plantation de base en résineux, sans chercher trop loin, on est à 4 000 € de l'hectare. Quand on a une problématique de gibier qui devient extrêmement courante et qu'on doit utiliser des protections individuelles, on double le coût. On peut passer à 8 000 € de l'hectare. Si on doit faire un engrillagement, c'est encore pire. Enfin, ça dépend de la surface, entre la protection individuelle ou l'engrillagement. Enfin, le gibier, c'est une problématique qui peut doubler le coût de la plantation. Quand on est sur du feuillu, les plants sont plus chers. Ils nécessitent la plupart du temps une densité d'implantation plus importante pour éviter une branchaison trop forte. Ils nécessitent généralement une taille de formation ou un élagage pour avoir des fûts relativement droits qui font du bois d'œuvre. Et on a des sols qui permettent assez rarement la production de bois d'œuvre de qualité qui sont recherchés par les transformateurs. Donc au final, on va faire des arbres qui vont pousser 3 fois moins vite et qui vont se vendre, dans le meilleur des cas, au même prix. Donc rationnellement, c'est très difficile quand on est propriétaire de choisir du feuillu quand on est sur des terrains pauvres et dans des conditions d'équilibre forêt-gibier qui sont aujourd'hui dégradées. Donc on met du feuillu aujourd'hui en diversification. Quand on fait une plantation aujourd'hui, on met au moins 2 essences, plutôt 3 essences. Généralement 1 ou 2 essences principales de production qui en Limousin vont pour la plupart du temps rester des résineux. Et en diversification, on peut mettre du feuillu à hauteur de 15, 20, 30, 40%. Mais le feuillu en Limousin comme essence de production, c'est très difficile. Peut-être le chêne rouge, comme il a une croissance assez rapide, peut être économiquement compétitif. C'est à peu près le seul. Mais en termes de capacité d'accueil, je ne suis pas sûr qu'il soit meilleur que des résineux. Pour la même raison, c'est que, étant une essence exogène, importée des États-Unis, tout le cortège, notamment mycorhizien, n'est pas le même, et la biodiversité associée est probablement moindre. Bien que j'ai trouvé cette année des girolles sous chêne rouge, ce qui est une excellente nouvelle. Qu'est-ce qu'on attend concrètement par essence pionnière? Parce qu'il y a une notion de temps, en fait, d'échelle de temps. Oui, oui. Alors là, on parle des cycles forestiers sur du temps très long. Quand on a une dynamique de colonisation de la forêt, un espace non boisé, mettons un espace agricole abandonné, va se boiser progressivement, d'abord par des essences pionnières, qui ont une stratégie de dissémination des graines qui est généralement ce qu'on appelle anémocore, c'est-à-dire les graines sont transportées par le vent et ont une capacité de dispersion très importante. Donc ils vont facilement coloniser des espaces vides. Les essences pionnières principales qu'on trouve ici, ce sont le bouleau et le pin sylvestre, qui s'installent très facilement sur des espaces vides, qui en revanche ont besoin d'énormément de lumière, qui sont des héliophiles stricts. Ils ne vont pas pouvoir s'installer sous couvert forestier. Même relativement clair, on ne va pas avoir de bouleaux qui vont pousser à l'ombre des chênes. C'est pas possible. Ils ont besoin d'un plein découvert, et par contre, ils vont être les premiers à coloniser. Ils ont également un rythme de croissance qui est rapide et une longévité relativement faible, quoique le pin sylvestre peut tenir quand même assez longtemps. Mais le bouleau, à 100, 120 ans, il meurt. Ensuite arrivent des essences qui sont post-pionnières, dont le chêne, qui arrive dans un second temps, et puis à terme, des essences qu'on appelle dryades, qui sont les plus longévives et qui sont aussi les plus tolérantes à l'ombre. Notamment les hêtres et les sapins, qui eux peuvent tolérer un ombrage très fort très longtemps, mais qui vont pas arriver tout de suite. Donc les essences pionnières, ce sont ces essences qu'on va trouver dans les plantations en mélange la plupart du temps spontané, parce qu'elles viennent concurrencer les essences qu'on a installées. Et l'idée là, c'est de les conserver, d'en conserver une partie en accompagnement de ce qu'on a installé. Est-ce que le cornouiller sanguin, par exemple, peut être considéré comme une essence pionnière? Alors le cornouiller sanguin, c'est un arbuste, donc là on parle plutôt d'essence d'arbre. Mais le cornouiller sanguin, je connais mal son écologie. Je sais pas s'il est pieux. Oui. Je ne sais pas s'il est considéré comme pionnier. À mon avis, il a une dispersion de graines par les oiseaux, non plutôt.
Donc il doit être pas forcément pionnier, mais plutôt post-pionnier à mon avis. Donc là c'est l'illustration de ce que je vous expliquais tout à l'heure. Là on est sur une forêt où on va avoir différentes possibilités pour essayer d'améliorer la capacité d'accueil. En marron, là on a des îlots de vieillissement qu'on peut implanter. Îlots de sénescence, îlots de vieillissement. Donc ça, je ne sais pas si on en a parlé déjà, je crois pas. En forêt domaniale, c'est une obligation. C'est-à-dire qu'on doit avoir 3% de surface en îlot de vieillissement ou sénescence. En forêt des collectivités, c'est pas une obligation, c'est au choix du propriétaire. Donc nous, on leur propose généralement de faire comme en forêt domaniale. Après, le propriétaire reste maître chez lui. S'il veut consacrer 100% de son espace à de la production parce qu'il a 4 hectares et qu'il estime qu'il n'a pas la place pour ça, il a le droit. C'est une possibilité. Bon, c'est pas le cas de la plupart des collectivités qui généralement sont tout à fait réceptives à ce type de démarche et l'acceptent. Donc des îlots, des arbres habitats, là il y en a très peu, mais on en marque donc à minima 3 par hectare. Dans certaines parcelles, on peut monter à une dizaine, mais guère plus. Mais au dire des naturalistes, ça suffit à assurer le transport des espèces, en fait. C'est surtout qu'un certain nombre d'insectes, notamment, ont des capacités de dissémination qui sont très faibles, à hauteur des ailes d'un petit coléoptère. 50 mètres, c'est déjà grand. Donc il faut qu'ils trouvent des relais au milieu de la forêt, donc à la fois dans ces îlots de sénescence, de vieillissement, dans les réserves biologiques qu'on peut avoir mais qui sont beaucoup plus rares, et dans les arbres habitats qu'on va laisser disséminer. À titre d'information et tout à fait en dehors de l'ONF, en forêt privée en Corrèze, on décrit beaucoup la pratique des coupes rases qui effectivement est assez prégnante, mais on a aussi beaucoup de forêts qui sont absolument non gérées et qui sont de fait des îlots de sénescence. Donc en termes de biodiversité et de capacité d'accueil, la forêt corrézienne, par sa structure foncière, elle est plutôt bonne. Parce qu'on a une mosaïque de milieux qui est assez importante. On a à la fois des forêts très productives avec des bois de différentes dimensions. On a des mélanges de forêts subspontanées sans aucune gestion qui ont parfois 100, 150 ans. Même si ce n'est pas la majorité, on a peu de forêts anciennes en Corrèze. Il y a 100 ans, on avait 10% de boisement. Aujourd'hui, on en a 45. On a un fort phénomène de déprise agricole qui a fait augmenter la forêt. On a assez peu de forêts anciennes. Et puis on a des coupes rases qui, elles-mêmes, permettez-moi de me faire l'avocat du diable, sont plutôt favorables d'un certain point de vue en termes de biodiversité, puisqu'elles offrent des milieux ouverts, des friches, des ronciers, des landes à genêts, qui sont aussi des milieux de prédilection pour un certain nombre d'animaux. Donc elles sont souvent préjudiciables pour le sol. Ça, effectivement, c'est des coupes rases qui sont notamment réalisées par temps humide et avec un tassement, un orniérage important. C'est très néfaste, mais d'un point de vue capacité d'accueil du milieu, c'est pas forcément un problème. Surtout si elles sont reboisées ou si elles repoussent en forêt spontanée, qui offrira des capacités d'accueil à un terme relativement court. 30 ans, 50 ans, bon, c'est pas très long. Les partenaires dans notre gestion, c'est tous les acteurs qui sont institutionnels ou associatifs qui peuvent intervenir sur la forêt. Donc on a des financements européens, on a les ministères, on a Natura 2000, en soi c'est un peu une coquille vide, hein. C'est surtout un zonage qui a été fait, mais qui est animé par des structures en fonction de l'enjeu. Notamment les gorges de la Dordogne, c'est animé par la LPO parce que c'est une ZPS, protection des rapaces, donc ils se sont dit que c'était peut-être pertinent de le faire animer par des ornithos. On peut travailler avec l'ARS notamment pour ce qui est de la qualité de l'eau, des captages. L'agence de l'eau est aussi un financeur important pour tout ce qui est préservation de la ressource en eau. L'agence régionale pour la biodiversité. Bon, enfin vous les connaissez, après là on est plutôt sur les associatifs sur la partie gauche.
Avec la LPO en Limousin, on a formalisé un partenariat qui me paraît bienvenu. Ils sont venus à nos martelages. On a des formations aussi de leur part. Notamment, nous, on aimerait bien être un peu plus calé en reconnaissance des nids. On voit bien quand il y a des nids, mais alors savoir à quelle espèce ça appartient, c'est pas toujours évident, hein. Quand on trouve un nid, par exemple, on va définir un périmètre autour. Si on a une parcelle qui est prévue en coupe, on va restreindre, conserver un bouquet d'une certaine dimension. Alors d'une part la période d'intervention, et puis si c'est une espèce qui a besoin d'avoir un couvert continu et qu'on laisse 3 arbres qui se retrouvent en plein découvert, il va déserter le nid à coup sûr. Donc il faut conserver le bosquet dans un périmètre de 100-150 mètres autour généralement. Voilà, on a fini pour la présentation formelle. Je vais faire une pause mouchoir si vous me le permettez, et je reviens pour vos questions. Gagne un pins ONF, non je plaisante. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, qu'elles soient directement en rapport avec la présentation ou pas, on est là pour ça. Comme ça, vous, par exemple, dans votre action, quand vous avez à préserver la biodiversité, oui. C'est quoi vos actions ? Ah bah j'ai eu l'impression d'en parler pendant une demi-heure. Bien sûr, oui. Concrètement, c'est-à-dire repérer des espèces, Alors, on a déjà des documents de gestion qui décrivent les forêts qu'on gère. Donc dans ces documents de gestion, s'il y a des enjeux biodiversité particuliers, ils sont abordés. Notamment quand il y a des zonages environnementaux, ils ont été définis pour une certaine raison. Les enjeux liés à ces zonages sont précisés dans ces documents de gestion. Donc nous, quand on devient gestionnaire d'une forêt, on prend connaissance de ce qui la caractérise. Donc à la fois en termes de peuplement, donc de bois pour nous, mais aussi d'enjeux naturalistes. Moi par exemple, je vous dis, j'ai 400 ou 500 hectares de forêt qui sont sur les gorges de la Dordogne dans le zonage Natura 2000. Donc ma prise en compte de la biodiversité, c'est de connaître les espèces qui sont concernées, leurs mœurs, leurs besoins en termes d'habitat, et d'essayer de faire concilier les forêts que je gère avec les besoins de ces espèces. Ça, c'est relativement direct. Après, d'un point de vue tout à fait concret, alors les recensements, on peut les faire, mais nous, c'est pas notre métier directement. Lors de la rédaction d'un aménagement forestier, s'il y a un enjeu naturaliste particulier, on peut effectivement, si on a les ressources pour le faire, ce qui n'est pas évident, demander à des naturalistes spécifiques, spécialistes de l'espèce en question, de venir faire des inventaires. Ça se fait très bien dans les forêts qui sont en réserve biologique. C'est un des enjeux d'ailleurs de créer ces réserves biologiques, c'est de pouvoir avoir des moyens pour réaliser ces inventaires et ces suivis de population. Donc on a des réseaux de spécialistes au sein de l'ONF, ou bien on peut faire appel à des associations, Entomo ou Avifaune et autres. Les chiroptères, bon, voilà, on a différents inventaires qui peuvent être réalisés. C'est un des premiers trucs qu'ils font là dans la réserve de Saint-Pardoux-Morterolle qu'ils ont créé récemment. Inventaire chiroptère, inventaire amphibien, inventaire... je ne sais pas s'ils ont fait avifaune, je ne suis pas sûr. Et insectes également. Et puis toute la flore aussi qui peut être de la même manière rare ou menacée. Oui. J'ai l'impression que la Grande Corrèze, il y a des déséquilibres par rapport à la petite rase, notamment du côté de l'usine Pisto, depuis 10 ans, qui procède, enfin il y a 10 acheteurs, enfin c'est une grosse usine qui déséquilibre, enfin sur le plateau, 200 km autour. Enfin, oui. Et donc il y a un besoin, ils répondent à un besoin, mais ça crée un déséquilibre. Alors, l'usine Pifto, la Fargebois, c'est un gros transformateur, effectivement, c'est peut-être un des plus gros du coin. Ils nous achètent des coupes, comme d'autres. Ils en achètent à des privés, comme d'autres acheteurs. Après, c'est le propriétaire qui signe. Hein.
Moi, jusqu'ici, le transformateur ne fait pas la coupe. Hein. Eux, ils sont là pour trouver du bois, effectivement. Ils ont besoin d'une ressource. Est-ce qu'elle est équilibrée ou pas avec la possibilité de la région? C'est pas à moi d'en juger. Il me semble qu'ils ont déjà une capacité de transformation qui est importante. L'augmenter n'est peut-être pas opportun. Surtout qu'on est plutôt sur un cycle de production qui atteint un plateau, hein, il semblerait. On a beaucoup de peuplements des années 50-60 qui sont en phase de récolte assez forte. Et la croissance du bois observée ces dernières années n'est pas meilleure qu'elle ne l'était. Je dirais même que c'est le contraire. Les effets de changement climatique sont déjà perceptibles, donc le bois pousse plutôt moins vite. Bon, après, voilà, moi, Pifto, pas Pifto, il y a plein d'acteurs qui cherchent du bois, qui achètent du bois. Personne n'a jamais obligé un propriétaire à vendre sa coupe, ni en coupe rase, ni autrement. Ce qu'il faut, c'est que les gens adoptent une gestion forestière qui soit durable. Ça me semble être l'enjeu principal. Il n'y a pas de régulation par rapport à l'ONF ou par rapport au ruissellement, enfin tout ce qui se passe dans la vallée. Les conséquences de ce qui se passe là-haut, après on voit bien ce qui se passe par ruissellement ou par... Par ruissellement, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez? Les eaux deviennent de plus en plus acides. Ah, alors là, on est sur une autre problématique. Ce qui peut se passer, vous parlez de l'effet des coupes rases. Alors, la coupe rase, elle peut avoir un effet en termes de colluvionnement des cours d'eau. C'est-à-dire que vous allez avoir des sédiments qui vont être libérés parce qu'il n'y a plus de protection du sol. Des sédiments qui peuvent se retrouver dans le cours d'eau qui est généralement en aval. Comme vous l'avez remarqué, on n'est pas dans une région plate. Et s'il y a du relief, c'est généralement parce qu'il y a des cours d'eau qui l'ont creusé. Donc quand il y a une pente, en bas, en général, il y a un cours d'eau. Donc si on fait une coupe rase d'une surface assez importante sur tout un versant, effectivement, il y a des risques d'apport de sédiments dans le cours d'eau. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'acidification. L'acidification, c'est encore autre chose et ça a plutôt à voir avec l'appauvrissement dont on a parlé précédemment. On est déjà sur des sols très pauvres et quand on exporte des cations, des ions magnésium, calcium, etc., on a tendance à encore acidifier le sol. La coupe rase, franchement, c'est très complexe de déterminer l'effet qu'elle peut avoir sur l'acidification ou pas du sol. Sur le bilan carbone, c'est pas bon parce que ça relâche le sol qui est capté dans le sol forestier. Au moins momentanément, l'exposition du sol à la lumière crée une intensité de la vie microbienne qui va dégrader la couche d'humus de surface et donc relâcher du carbone. Ça, on le sait. Après, laisser un peuplement sur pied dépérissant ou le reboiser avec une essence qui va pousser et capter du carbone, le choix n'est pas évident. Hein. Enfin, encore une fois, voilà, il n'y a pas de vérité simple. Moi, je ne suis pas du tout favorable à la coupe rase en soi. C'est une démarche technique qui peut parfois être nécessaire quand on n'a pas d'autres alternatives. Il y a parfois des coupes rases qui sont faites alors qu'il y aurait des alternatives. Et là, malheureusement, c'est le manque peut-être de conseil du propriétaire. Ou sa volonté de récupérer un maximum d'argent le plus vite possible. C'est des fois tout simplement ça. Il n'y a pas de régulateur. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation de replanter. Alors il y a des seuils de surface qui obligent à reboiser, si bien sûr, mais en forêt privée, c'est pas nous qui sommes à la charge de l'application de cette réglementation. Qui c'est qui s'en occupe d'ailleurs? Alors il y a des contrôles qui sont assurés par l'État via la DDT. Il y a des seuils de surface qui sont définis pour chaque département et si un propriétaire effectivement ne reboise pas, il peut subir un contrôle et se voir dans l'obligation de le faire. Et l'ONF, est-ce qu'elle achète des forêts? Ça peut arriver qu'on achète des parcelles quand il y a des enclaves, notamment dans les forêts domaniales ou des parcelles riveraines. Après, aujourd'hui, il n'y a pas de politique d'expansion forestière. L'ONF en elle-même n'achète rien, parce que nous, on est gestionnaire, on n'est pas propriétaire. L'État peut décider d'acheter, notamment via le fonds vert, là, il y avait des projets d'achat pour créer des surfaces de réserve. On va voir ce que ça donne avec le budget prochain. C'est pas certain qu'il y ait beaucoup de sous.
Les communes peuvent décider d'acheter aussi. J'ai des communes qui se sont portées acquéreurs de certaines parcelles, oui, ça peut arriver. Avec les risques d'incendie croissants, Oui. climatique, etc., que faire des genévriers qui ont dépéri sur pied, etc. Les conifères, donc c'est inflammable. Oui. En même temps, c'est important de garder ce type de... Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors la défense des forêts contre l'incendie, c'est une de nos missions aussi, dont on n'a pas parlé. Alors c'est vrai qu'en Corrèze, jusqu'ici, on ne se sentait pas tellement concerné parce qu'on a une région qui est très arrosée, dans laquelle les feux de forêt étaient extrêmement rares. C'est de moins en moins vrai et on commence à s'organiser pour faire face à ce risque qui va de façon certaine devenir plus prégnant ces prochaines années. Donc nous, on va faire des tournées à partir de... Si la météo y avait été... l'avait rendu nécessaire, on l'aurait fait dès cette année. Comme il y a eu un risque d'incendie cet été extrêmement faible, on ne l'a pas fait, mais on va commencer à faire des tournées pour essayer de prévenir, c'est-à-dire de repérer le plus tôt possible des départs de feu. Et puis va s'appliquer progressivement de plus en plus dans le nord de la France les obligations qui sont déjà en vigueur dans le sud de la France, c'est-à-dire les obligations de débroussaillement. Donc les propriétaires de parcelles, que ce soit leur jardin ou leur forêt, vont devoir limiter le départ de feu en assurant ce débroussaillement. Alors, et donc en couvert forestier, c'est quoi le débroussaillement? Enfin, jusqu'où on doit aller sans tout massacrer? Donc. Alors là, c'est très précisément... Les chaînes ou est-ce que... C'est surtout le sous-étage, effectivement, qui doit être maîtrisé, éviter la présence de combustible au niveau du sol. Ça n'empêche pas d'avoir une forêt, hein. Après, il y a des normes qui sont assez précises sur les obligations légales de débroussaillement que je ne connais pas encore par cœur, donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Oui. Quand on voit un arbre, il y en a un comme ça chez moi, qui est devenu tout jaune et qui perd toutes ses aiguilles, parce que je pense que ça doit être un... S'il a des aiguilles, plutôt un conifère, mais... Mettons, je ne sais pas son nom, et quand il perd toutes, c'est pas bon signe, apparemment. Sauf si c'est un mélèze. Mais je crois que ce n'est pas bon. Alors, après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je dois... C'est mieux qu'il soit coupé? Est-ce qu'il peut rester debout, mais il va tomber? Parce qu'il est à côté d'une route. Alors, s'il a perdu toutes ses aiguilles, a priori, il va mourir, si ce n'est pas déjà fait. Si sa chute présente un danger pour un bâtiment, pour une voie où il y a de la circulation, il vaut mieux l'abattre ou au moins le faire étêter. Parce que, effectivement, tôt ou tard, un arbre sec, il ne reste pas debout éternellement. Ça peut durer longtemps, hein, mais il va finir par tomber. Oui. Parce qu'il est quand même très gros. Est-ce que c'est proportionnel la durée de vie à la grosseur? Ça dépend de l'essence aussi. Il y a des arbres qui pourrissent plus ou moins vite, mais bon. Il va tomber par le haut en une fois, en plusieurs fois, mais il va tomber. Donc s'il est proche de votre maison, oui, vaut mieux le faire abattre. Ou peut-être étêter, si vous voulez garder un arbre mort qui peut, notamment s'il a des cavités, vous pouvez le laisser une colonne de 4 ou 5 mètres. Ça fait un totem, vous pouvez le sculpter. Parmi tous les sujets que vous devez aborder, ce serait lequel que vous souhaiteriez aborder de façon prioritaire dans votre métier, s'il fallait faire quelque chose? Que je voudrais aborder dans quel cadre? Pour la protection des forêts. Qu'est-ce qu'il faudrait faire et qu'on ne fait pas très bien? Pas forcément pas trop bien qu'on peut faire, qui serait la priorité? Pour quelqu'un qui aurait une forêt à gérer? Non, dans votre métier, l'ONF. Moi je trouve qu'on fait plutôt pas mal, franchement ça va. Alors, ça n'a pas l'ONF sur les forêts privées. La forêt ça se gère à long terme, et ce qui manque en forêt privée c'est une continuité. C'est ça qui est difficile, donc il y a des propriétaires qui font très bien en forêt privée aussi, hein, qui s'y intéressent, qui plantent, qui entretiennent, qui reboisent, qui diversifient, et puis papy meurt et les enfants, ça les intéresse pas.
C'est ça le problème de la forêt privée. Donc, ce qui serait bien, alors l'intérêt des documents de gestion, c'est ça aussi, c'est d'assurer une continuité de gestion. Un document de gestion, c'est toujours au moins 10, 15, 20, 25 ans. Donc ça permet d'avoir un guide et aux successeurs de pouvoir savoir ce qu'il y a à faire. Idéalement, c'est bien d'établir un document de gestion. Alors, quand on a 3 hectares, ça peut paraître un peu ridicule, mais pas forcément. Et puis de s'entourer d'un gestionnaire. Hein, même quand il s'agit de vendre du bois, la plupart des gens font appel à un exploitant, à un marchand de bois, qui va leur préconiser ce qui est le mieux pour un marchand de bois. Pas forcément pour le propriétaire. Donc quand il y a des options de gestion qui peuvent être envisagées, il faut un gestionnaire pour le savoir. On n'est pas forcément gestionnaire forestier soi-même. Alors il y a des gens qui sont très compétents, hein, on n'a pas forcément besoin d'un professionnel, mais des fois ça peut être utile. Et c'est qui dans la vie commune, professionnelle? Ah bah il y a des gestionnaires forestiers pour les propriétaires privés, il y en a plein. Il y a les coopératives, mais pas que, il y a des gestionnaires indépendants, il y a des experts forestiers. Le privé peut faire appel à l'ONF ou pas? Non, sauf dans le cadre d'une gestion à long terme. Nous on signe des conventions sur 10 ans de gestion minimum. On ne peut pas intervenir pour une opération ponctuelle. Il faut qu'on ait une convention de gestion pour au moins 10 ans. J'en ai une. Je vous dis, j'ai un groupement forestier là, qui est constitué pour la moitié d'une commune et pour le reste de particuliers qui avaient mis en commun des terrains. Et donc c'est un régime juridique privé. Donc avec eux, on ne peut pas travailler au régime forestier, donc on a une convention de gestion qui s'appelle la loi Audifred, qui permet de gérer de la forêt privée. Donc je reviens encore à ce qui se passe sur les équilibres. C'est aussi pour ça que je suis venu ce soir par rapport à LPO, pour voir disparition de tous ces oiseaux. On voit la disparition des forêts, des coupes rases, et en même temps, bien sûr, disparition de plein d'espèces. Je sais pas, j'ai pas les suivis quantitatifs de population d'oiseaux. Je suis pas sûr que ça soit alarmant, franchement. Je veux pas dire de bêtises, hein, mais je sais que sur des effectifs, il y a des populations auxquelles je m'étais intéressé un peu, qui sont les petites chouettes de montagne, chouettes de teigne mâle, mais chevêchettes. Globalement, les dynamiques sont plutôt bonnes, à la fois en Haute-Corrèze et en Limousin en général. Le Grand-Duc aussi se porte plutôt bien. Pour ce qui concerne les rapaces, les milans se portent fort bien. Les faucons pèlerins, ça va. Les aigles bottées, circaètes, les effectifs sont très très faibles. Après, il y a beaucoup d'espèces que je suis pas spécialiste. Encore une fois, voilà, la coupe rase, c'est émotionnellement désagréable, visuellement désagréable, d'un point de vue paysager préjudiciable, d'un point de vue du sol, ça peut être très mauvais. D'un point de vue biodiversité, il faut ramener ça à l'échelle, c'est-à-dire quelle surface était boisée et ne l'est plus. Est-ce que la mosaïque de milieu, en examinant la photo aérienne, reste propice à une biodiversité ou pas? C'est pas forcément si évident que ça, que le fait qu'il y ait un mitage de futaies monospécifiques sur le plateau soit préjudiciable à la biodiversité. J'aurais même tendance à dire que c'est probablement l'inverse. Quand vous avez 1000 hectares de plantation d'épicéas et de Douglas monospécifiques, et que vous passez à 600 hectares de plantation d'épicéas de Douglas monospécifiques, 300 hectares qui vont être boisés peut-être de façon un peu plus diversifiée, tout au moins avec des nouvelles essences plus adaptées, et 100 hectares qui vont rester en friche parce que les gens feront rien et que ça va faire des ronciers, du bouleau, du genêt, je pense que globalement le milieu a une capacité d'accueil qui est meilleure que précédemment. Pour revenir à la rentabilité là, des coupes, vous disiez qu'on préférait replanter des résineux parce que ça pousse plus vite. Mais quand vous gérez des forêts qui sont communales, oui. Il n'y a pas la même notion quand même de rentabilité. Donc on pourrait très bien replanter du chêne ou du châtaignier. Tout est possible. Nous, on n'est pas décisionnaire. On propose un aménagement forestier aux communes
qui est établi en fonction de leurs objectifs. La première étape de la rédaction d'un aménagement forestier, c'est comprendre les attentes du propriétaire. Si on a une commune qui nous dit « moi je veux faire tout pour la biodiversité, la production ça m'intéresse pas du tout », on peut le faire. C'est pas généralement ce qu'on nous demande. Quand on présente les devis de travaux pour un boisement feuillu, en général, les communes qui n'ont pas forcément des moyens très importants trouvent que c'est pas la meilleure option. On en parlait l'autre fois à Saint-Martin-la-Méanne, la forêt, c'est pas très rentable. Hein. Si on prend en compte les aléas, le risque que ça représente sur un cycle de production de 50, 70, 100, 120 ans, la rentabilité réelle, elle est, si ce n'est négative, quand elle atteint 1%, c'est bien. C'est que tout s'est bien passé. Donc si on augmente de façon relativement importante l'investissement de départ, il y a des chances qu'on ne le retrouve jamais. Donc on n'est pas obligé d'avoir une rentabilité. Effectivement, maintenant, les budgets de la forêt publique, ils sont de l'argent public. Hein. C'est soit le budget de la commune, soit le budget de l'État qui n'est pas non plus extensible, et s'il n'est pas consacré à ça, bah, il est consacré à autre chose. Donc moi, j'aime mieux peut-être que sur les zones de terrain pauvre, bah, on boise en résineux avec une diversification et qu'on ait de l'argent pour acheter des espaces et faire des réserves biologiques, que de s'acharner à boiser en chêne sur des terrains qui vont faire du chêne gélif, qui au mieux fera de la traverse paysagère. Il faut rester rationnel. Oui, mais compte tenu de l'évolution du climat, le résineux est un arbre qui brûle bien. Ça dépend. On a des résineux qui sont très exigeants en eau et des résineux qui sont très peu exigeants en eau. Typiquement, les sapins sont plutôt exigeants. Le plus exigeant d'entre eux, qui est déjà pour ainsi dire rasé de la Corrèze, c'est le sapin de Vancouver, le Grand 10, qui a été très planté dans les années 70 pour sa productivité extraordinaire, mais qui s'est révélé très sensible et qui, dès les années 2000, a commencé à souffrir des premières sécheresses. Donc aujourd'hui, il en reste quelques reliquats, mais ils sont condamnés à court terme. Le sapin pectiné, aujourd'hui, qui est le sapin blanc, le sapin qui était déjà présent dans le Massif central, souffre peu en Corrèze, souffre déjà dans le Puy-de-Dôme. Bon, voilà, son avenir est sous surveillance. L'épicéa est assez sensible. Il peut peut-être subsister dans certaines stations les plus favorables, là où la réserve du sol, la réserve en eau du sol est la plus favorable. Bon, on parie pas trop dessus. Mais les pins offrent une résistance au sec qui est plutôt bonne. Hein, et puis les pins, on en a toute une gamme. On a le pin sylvestre qui est spontané, mais on a le pin laricio, le pin maritime, le pin de Salzmann, qui reste un pin endémique français, mais qui peut être une essence d'avenir. Et puis des pins dans le monde, il y en a 150 espèces, donc on peut aussi faire venir des pins qui restent similaires, mais plus adaptés et offrant un meilleur compromis, encore une fois, production, capacité d'accueil, résistance aux conditions climatiques. Donc aujourd'hui... Oui, pardon. Par contre, au niveau des échanges gazeux, gaz carbonique, oxygène, le cycle oui. se fait mieux quand même avec des feuillus qu'avec des résineux. Non. Non, pas du tout. Non, en fait, c'est la photosynthèse, c'est un phénomène qui est très similaire chez l'un comme chez l'autre. L'arbre, il capte du carbone pour sa croissance. Donc, plus il pousse, plus il capte de carbone. Et les résineux auraient même tendance à pousser plus vite que les feuillus. Et encore que, hein, les bouleaux, ça pousse vite, par exemple. Les aulnes, ça pousse vite. Les chênes rouges, ça pousse vite. Alors, plus il pousse vite, plus il a besoin de carbone. Donc, plus il va capter de carbone. Là-dessus, il n'y a pas de... C'est uniquement en fonction de son rythme de croissance. Ouais. Ce qui peut être différent, c'est les besoins en nutriments. Il y a des arbres qui sont
beaucoup plus exigeant comme au potager. Hein. Vous ne ferez pas pousser des beaux frênes, des beaux érables sur des terrains très pauvres. Ça a besoin de terrains plus riches. Même les chênes qui font les plus belles qualités poussent généralement sur des terrains un peu plus riches que les nôtres. On peut avoir des chênes de qualité. Les plus beaux chênes, ils font du tranchage, ils font de la tonnellerie. Mais pour qu'ils arrivent à 60 ou 70 cm de diamètre, ici, il ne faut pas être pressé quand même. Alors c'est pour ça que la gestion des forêts est différente aussi selon les régions. Oh, il y a des préceptes qui sont assez universels, mais on n'a pas les mêmes forêts surtout. Oui, c'est en fonction quand même des espèces. On n'a pas les mêmes forêts. Dans la région centre, la forêt publique, c'est de la chênaie. Traditionnellement, c'est vraiment ce qui domine. Chênaie qui est géré en futée régulière depuis très longtemps et sur une durée longue avec des cycles de production de 150 à 200 ans qui font du chêne de très haute qualité qui est très apprécié mais qui commence à beaucoup souffrir des conditions climatiques aussi. La forêt de Tronchet notamment, moi j'y suis allé en vacances cet été. C'est assez alarmant, il y a vraiment un état sanitaire des arbres qui est pas bon du tout, quoi. Par rapport au chauffage, par rapport à votre construction, on voit qu'il y a une très très forte demande, que ce soit du granule, enfin, que ce soit les plaquettes, que ce soit votre construction. Il y a un groupe qui s'inquiète de voir dans les 10 prochaines années dessiner nos forêts corésiennes ou autres. Ça va très vite. Bon, les fioul, c'est cher, les font beaucoup de choix, ça va très très vite. Il y a un déséquilibre là aussi. Alors, encore une fois, le mix énergétique de la France et des particuliers, moi j'ai pas grand-chose à dire dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut éviter du fossile au maximum. Après, le granulé, je pense pas effectivement qu'on ait la capacité à chauffer tout le monde au granulé, ni à ne faire que des chaudières collectives à la plaquette. Cela dit, ça reste une solution très pertinente dans des espaces qui sont largement boisés. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que nous, quand on passe en coupe dans une forêt, on a différents types de produits en fonction de la qualité des arbres. Et même sur un même arbre, on peut avoir plusieurs produits qui sortent. Moi, sur une grume de pin, mettons, je vais avoir, si elle est droite, 6 ou 7 mètres qui peuvent partir au sciage. Et puis le haut, quand ça devient branchu, ça va être de la trituration. Donc soit ça part au papier, soit ça part au granulé. Mais dans tous les cas, si je veux le valoriser, il faut que ça trouve un débouché. Et c'est un débouché dont on a besoin. Donc la correspondance entre les ressources et les usages, elle ne me paraît pas aberrante. Après, c'est une question de quantité, c'est évident. Maintenant, être autosuffisant, je ne sais pas combien on a d'habitants en Corrèze, 100 000, quelque chose comme ça, c'est peut-être envisageable. S'il s'agit d'approvisionner le Grand Ouest avec les forêts limousines, ça paraît plus compliqué. Je pense que la question, elle est là, mais le granulé, c'est une source de chauffage peu carbonée par rapport aux énergies fossiles, et ça peut représenter une solution pour des particuliers. La chaudière collective à plaquettes, c'est une source. Je crois qu'ils refont la piscine à Tulle avec une chaudière à plaquettes, là. Je pense que d'un point de vue bilan carbone et coût d'exploitation pour la collectivité, ça paraît plutôt vertueux. Après, s'approvisionner en plaquettes autour de Tulle, ça paraît pas très compliqué. Je pense qu'ils vont trouver assez facilement. Maintenant, s'il s'agit d'envoyer des combustibles à Bordeaux, à Toulouse, à un moment, effectivement, la ressource a des limites. Mais encore une fois, c'est les propriétaires qui décident de couper ou pas leur forêt. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'en forêt publique, on ne va pas surexploiter. On coupera ce qui est à couper, point. C'est tout. Aux propriétaires privés de faire la même chose. Il n'y a pas de régulateur. Je pensais qu'il y avait un régulateur au niveau des quantités, parce que ça peut aller vite. J'ai des amis dans un siège, en Corrèze, ils me disaient que c'était dans 10-15 ans. Ça va aller vite.
Bah, ça ira au rythme qu'on signe des contrats. C'est tout. Ça, moi, j'ai pas la maîtrise là-dessus. Hein. Après, un propriétaire, le droit français, c'est que la base, il est propriétaire, il fait ce qu'il veut chez lui. Alors, effectivement, il y a des seuils qui obligent à maintenir un état boisé, à reboiser des forêts. Maintenant, beaucoup de coupes rases qui font réagir sont de petites surfaces. En dessous d'un hectare, aujourd'hui, si quelqu'un décide de couper, rien ne l'oblige à reboiser. Ce qui se passe généralement, c'est que ça se reboise quand même tout seul, mais ça met du temps. Et puis ça fait une forêt qui n'est pas de qualité. Ça fait un accru de bouleaux et autres espèces pionnières à faible densité, on n'en fera pas du bois d'œuvre. En termes de biodiversité, c'est pas forcément grave. En termes de reconstitution de l'état boisé à l'identique, on n'y est pas. Les gens sont pas complètement absurdes non plus. Je pense que beaucoup de gens ont envie de conserver un patrimoine boisé de qualité, surtout quand c'est le leur. Ce qui se passe malheureusement, c'est qu'il y a, à mon avis, beaucoup de gens qui ne sont plus sur place, qui ont hérité de parcelles boisées dont ils connaissent à peine l'emplacement, qui peuvent recevoir un courrier commercial qui leur dit « Tiens, on est en train de prospecter dans le secteur, on a vu votre parcelle, on vous en propose tant », et qui disent « Allez, pourquoi pas ?» Mais la responsabilité, elle est de ce côté-là, c'est de s'intéresser à ce qu'on a et d'en faire quelque chose de durable. Les acheteurs de bois, ma foi, ils remplissent leur fonction d'opérateurs économiques. Ils sont là pour vendre un produit transformé, dont on a besoin aussi, hein, il ne faut pas l'oublier. Tout le bois qu'on utilise, c'est souvent moindre mal par rapport à d'autres matériaux. Donc les transformateurs de bois, c'est pas Satan. On en a besoin pour gérer de la forêt aussi. Nous, si on n'a personne à qui vendre le bois, on ne fait pas de forêt. Hein. Donc, pour moi, la responsabilité, elle est vraiment du côté du propriétaire. Les cours sont stables. Ces dernières années, ils sont plutôt bons. C'est correct. Il y a une demande, effectivement, assez soutenue. Alors maintenant, les cours du bois, c'est plus ni régional ni national. Hein, c'est largement international. Quand la construction reprend aux États-Unis, il y a des impacts sur tel produit, etc. C'est mondialisé comme tout le reste. Hein. Les ventes aux enchères se font toujours à la chandelle? Non. C'est même, depuis le Covid, c'est dématérialisé. Eh oui. Avant, il y avait un lieu de rendez-vous. Effectivement, les acheteurs venaient, c'était au panier. Donc on présentait un lot, et puis ils mettaient leur soumission dans un panier, puis on dépiotait les paniers, et le meilleur gagnait. Bon, mais maintenant, c'est la même chose, mais c'est en mode eBay, quoi. Voilà. Il y a un site, il y a les plans, et puis les gens font des soumissions informatisées. Est-ce qu'il part loin de bois ou est-ce qu'il reste encore... Très globalement, tout est transformé dans la région. Hein. Enfin, le plus loin, la région un peu large. Il y a quelques acheteurs qui doivent être dans l'Indre, les régions administratives limitrophes, disons. Poitou-Charentes, Puy-de-Dôme, Cantal. Non, ça part pas très loin. Le mythe des conteneurs qui partent en Chine, je dis pas qu'il y en a jamais, mais c'est vraiment marginal. Nous, après, soit on vend le bois en contrat d'approvisionnement, donc là, on sait pour le coup à qui il va, et c'est les transformateurs qui vont directement scier ou broyer le bois, soit on vend le bois sur pied à des exploitants qui eux-mêmes vont revendre le bois à ces transformateurs. Donc des fois, c'est les deux. Farge, par exemple, il est exploitant, il achète du bois, il en garde une partie pour son usine, et il en revend une autre partie à d'autres transformateurs. Il peut y avoir des négociants uniquement qui ne sont pas transformateurs, qui achètent et qui dispatchent aux différents transformateurs. Et dans cette part, il peut y avoir une partie d'export. Mais globalement, l'export, ça a surtout eu lieu sur des grumes de chêne, me semble-t-il, et plutôt sur des chênes de moindre qualité. Ce qui s'est passé à un moment, c'est que les transformateurs français étaient très exigeants sur la qualité, voulaient bien et payaient même très cher le chêne de grande qualité, mais les chênes de qualité secondaire, un peu noueux, un peu gélif,
Bon, ça les intéressait pas trop. Alors soit ils en offraient le prix du chauffage, soit ils les prenaient pas du tout. Et y a des gens qui sont moins exigeants et qui disent, dans un chêne un peu noueux, un peu gélif, on peut quand même faire des pièces de charpente. On va avoir moins de rendement, mais on peut en faire quelque chose. Et qu'ils l'achètent à un meilleur prix. Et donc, comme toujours, généralement, le propriétaire, quand on lui offre 10 € d'un côté, 100 € de l'autre, il a tendance à se diriger vers le mieux offrant. Et si c'est un Chinois, personne n'y voit quelque chose à redire. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de complot pour vendre les forêts françaises à l'étranger. On entend des fois des trucs qui vont loin. C'est pas comme ça que ça se passe. Les champignons, en ce moment. Les champignons? Il y en a en haut ou en bas? Moi, de terrain, dites-nous où ils sont. Moi, j'ai pas commencé à marteler cette année, donc j'ai pas beaucoup de repérages. Il y a eu beaucoup de girolles cette année. Sous les chênes rouges, vous avez bien. Cette année, il y a eu beaucoup de girolles, même sous les chênes rouges. Après, les cèpes, c'était pas une excellente année, tout au moins l'été, pas terrible. Non, mais c'est un enjeu. Moi, je sais, en Corrèze, on prête une attention même à ça. C'est-à-dire que le Douglas, il a mauvaise presse, à mon avis, notamment parce qu'il n'y a pas de champignons en dessous. Non, mais je pense que c'est une dimension qui est... ça fait partie de la multifonctionnalité, dans le sens que c'est un loisir et une activité presque économique qui est importante culturellement en Corrèze. Donc les peuplements, malheureusement, les meilleurs, c'était les grandisses. Les sapins de Vancouver, c'était extrêmement bon pour le cep. Donc les gens sont très déçus qu'on les coupe, mais on n'a pas beaucoup d'autres choix. Après, je sais qu'il y a des propriétaires privés qui reboisent même aujourd'hui en grandisse, même s'ils savent que ça ne va pas tenir très longtemps. Parce que dans les jeunes stades, notamment, c'est extrêmement propice à la mycorhisation des ceps et que ça va produire. Tout est possible. Après, si on veut axer sa gestion là-dessus, c'est possible. C'est vrai que, rapport poids à une taille, le cep à des époques est plus rentable que le poids. C'est possible. C'est possible, effectivement. Donc, non, mais dans les épicéas, ça marchait très bien aussi. Les épicéas sont plutôt en perte de vitesse. Bon, dans les pins, ça va, il y en a, on trouve aussi quand même. Mais les Douglas, oui, il n'y a pas de champignons appréciés. En tout cas, il y en a probablement des comestibles, hein, mais pas dans les traditionnels qu'on ramasse. Oui. Comment font vos collègues avec les bois peut-être précieux ou rares équatoriaux en Guyane? Donc une gestion différente de la vôtre? Ah oui, c'est très différent. C'est une gestion qui est extrêmement extensive. Alors je ne la connais pas particulièrement pour pas du tout l'avoir pratiquée, mais je crois qu'ils prélèvent de l'ordre de 2 à 3 arbres à l'hectare. Donc c'est un marquage qui est extrêmement extensif et ils vont chercher des arbres très coûteux. Et la difficulté là-bas, c'est la desserte. C'est qu'il n'y a pas de piste. Donc je ne sais même pas comment ils s'en sortent. Je me demande s'ils ne débardent pas par hélicoptère. Il y a eu des essais de débardage par dirigeable, mais bon, c'est un peu compliqué. Ou peut-être qu'ils créent des pistes et qu'ils vont chercher. Mais bon, il y a une énorme partie de la forêt guyanaise qui est une réserve. Hein, c'est très très peu exploité. J'avais des chiffres là, mais je les ai pas imprimés. Mais c'est pareil, c'est public. Hein. Mais en Guyane, je crois qu'il y a à peu près 80% de la surface de forêt équatoriale qui est publique. Et qui est donc en gestion ONF, qui est extrêmement prudente. Il y a de la commercialisation de bois, mais je pense qu'en termes de biodiversité, c'est mieux qu'au Brésil. C'est pas difficile à faire. Et encore, il y a peut-être des coins où c'est pas si mal. Je dis du mal du Brésil sans vraiment savoir.